ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Saverio Tomasella, connecté depuis la France et plus précisément des Hauts-de-France. Saverio va nous présenter Sensibilité, la révolution de l'intuition. Bonsoir Saverio. Bonsoir Yotis, bonsoir à chacune et à chacun et merci d'être là. Alors Saverio, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Yotis, je me sens plutôt bien. On a beaucoup discuté cet été pour préparer ce webinaire et j'étais épuisé quand on s'est parlé en juin et en juillet. Donc je vais mieux, j'ai pas encore complètement remonté la pente, mais voilà, je vais beaucoup mieux. En effet, alors il y a pas mal de choses qui se sont passées, c'est vrai, depuis notre rencontre. Et justement, Saverio, avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais revenir sur cette journée mémorable où nous sommes rencontrés. C'était vraiment un moment spécial, t'en souviens-tu? Oui, je m'en souviens très bien, j'étais surpris et agréablement surpris et je te remercie parce que c'est grâce à Pascal Michelon qui a déjà présenté deux webinaires, je crois, chez ICF Synergie et tu m'as invité à lui poser des questions et lors de notre rencontre, effectivement, j'ai été très agréablement surpris par la mission d'ICF Synergie d'améliorer le monde, d'apporter du mieux, du plus humain, de contribuer à la constitution d'un monde meilleur. Et en fait, ça me rejoint dans mes valeurs, dans mes souhaits, dans mon désir depuis très longtemps. Et j'étais très heureux, fondamentalement, profondément très heureux de rencontrer quelqu'un comme toi. Alors en plus, très optimiste, très ouvert, très jovial, très plein de vie et de vitalité, et portant cette mission, ce projet de faire grandir l'humanité. Alors ben oui, justement, et je peux te dire que c'était une rencontre incroyable. Alors, je m'attendais pas à tomber sur toi. Je pensais tout simplement rencontrer une personne qui avait préfacé un livre. C'était vraiment le fruit du hasard d'une certaine manière. Et moi, je me rappelle t'avoir parlé en effet de nos valeurs, de notre mission et du rôle des ambassadeurs. Et en fait, ta réponse a été immédiate. Et ben, je dis ce que tu as répondu lorsque, en tout cas, je t'ai parlé de tout ça. Tu m'as dit, je veux aussi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je veux devenir ambassadeur. Et tu as même proposé d'offrir des livres et en nous proposant aussi ce webinaire. Et nous voilà aujourd'hui. Alors, j'ai une question à te poser. Saverio, lors de notre rencontre, j'ai été bien sûr profondément touché par ton enthousiasme et cette belle énergie que tu dégageais. Comment décrirais-tu ce que tu ressentais à ce moment-là? Était-ce guidé par une intuition? Alors j'ai ressenti beaucoup de joie, beaucoup de détente, de bonheur d'être en phase. Et du côté de l'intuition, l'intuition me susurrait. On va voir que les intuitions sont subtiles. L'intuition me susurrait, c'est une belle personne, c'est un homme de bien, c'est quelqu'un de formidable, tu peux lui faire confiance. Et je me suis laissé porter par cette intuition et je ne le regrette pas parce que maintenant on se connaît beaucoup mieux. On travaille ensemble, notamment on a travaillé ensemble pour préparer ce webinaire ce soir. Et mon intuition est chaque fois confirmée par la bonté. C'est un mot qu'on emploie peu, hein, mais moi je l'aime bien. Par la bonté et la générosité, l'énergie très stimulante, très porteuse de ton travail, de ton activité pour les synergiens et les synergiennes. En tout cas, c'est partagé. Je te remercie d'être là ce soir avec nous. Alors donc, Saverio Tomasella, éminent psychanalyste et écrivain franco-suisse. Saverio, tu es né un 14 février 1966 en France, à Saint-Cloud, près de Paris, dans une famille d'universitaires spécialisés en sciences de la nature.
tu as entamé ton parcours éducatif au lycée musical du Conservatoire de Nice, puis au lycée Masséna de la même ville. Poursuivant tes études supérieures à Paris à l'université Paris-Dauphine, tu as obtenu 2 doctorats prestigieux, le premier en management des organisations spécialisées en marketing et communication en 2002 à l'université de Nice, sous la direction de Nadine Tournoy, le second en psychologie clinique spécialisé en psychopathologie et psychanalyse à l'université de Paris, encadré par Serge Tisseron. Auteur prolifique, tu as écrit de nombreux essais et romans traduits en plusieurs langues. Ton ouvrage Renaître après un traumatisme a été honoré du prix Nicolas Abraham et Maria Torok en 2012, tandis que Ces amitiés qui nous transforment a été nominé pour le prix Psychologie Magazine en 2018. Parmi tes plus de 40 livres, nous retrouvons Ultra sensible au travail, Osez votre singularité, Plus jamais harcelé, en finir avec la maltraitance entre adolescents, À fleur de peau, l'adaptation BD du roman initiatique à succès sur l'hypersensibilité et bien évidemment les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition. Alors Savérian, en 2008, tu as également fondé le Centre d'études et de recherche en psychanalyse, suivi de la création de l'Observatoire de la sensibilité en 2016. Tu as également initié la Journée mondiale de la sensibilité en 2019, célébrée chaque année le 13 janvier. Alors Saverio, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour que l'on puisse en savoir davantage sur toi? Merci Yotis pour ta présentation. Pour mieux connaître encore mieux, je suis un homme timide. Voilà, hein, c'est souvent on me dit Saverio, tu n'as pas confiance en toi. C'est pas vrai. Je pense que j'ai suffisamment confiance en moi. Je ne déborde pas de confiance, mais je suis quelqu'un de discret, de réservé, de timide. Je suis quelqu'un de contemplatif. J'aime beaucoup la nature, me promener en forêt ou au bord de l'eau, au bord de la mer, mais aussi au bord des rivières et des lacs. Je suis musicien, je chante, je suis un chanteur amateur et j'ai surtout l'immense chance, la très grande joie d'être le papa heureux, le papa comblé de 2 grands-enfants, une fille de 30 ans maintenant qui est à Grenoble et qui fait une thèse sur Gérard de Nerval, voilà, une thèse de lettres modernes, et un fils qui vit à Paris et qui travaille chez Saint-Gobain à la communication du groupe Saint-Gobain. Ah, Voilà. merci Saverio. En tout cas, tu suscites ma curiosité. J'aimerais bien justement te découvrir dans le chant, tiens. Alors, Saverio, tu vas nous présenter Sensibilité, la révolution de l'intuition. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous présenter ce webinaire plutôt qu'un autre? Depuis longtemps, je crois que depuis mon enfance, je suis très, très passionné par la question de l'intuition et peut-être d'autant plus passionné que mes parents étant des scientifiques de sciences dures, ils étaient, surtout mon père, particulièrement rationnels dans la technique, dans la rationalité, dans l'expérience scientifique où il fallait apporter des preuves tangibles, et donc il n'y avait pas de place pour l'intuition. Et pourtant, moi, je sentais, chez moi ou chez d'autres personnes, que l'intuition existe et voilà, ça m'interrogeait. Et puis, dans mon parcours de psychanalyste et de psychologue, je me suis rendu compte qu'autant pour moi que pour mes patientes et mes patients, alors moi je dis patient et patiente, je dis pas client et cliente, pour les personnes qui viennent se confier à moi, il y avait des moments importants où leur intuition jouait un rôle significatif, voire essentiel, et que c'était important que je m'ouvre à l'accueil de leurs intuitions, autant que de mes intuitions, et que ça a permis des transformations, des belles transformations ou des prises de décision importantes pour ces personnes, quel que soit leur âge ou quelle que soit leur phase dans leur vie professionnelle. Et récemment, je me suis rendu compte, en écoutant certaines personnes, en regardant des films ou des documentaires anglo-saxons, qu'il y avait des recherches sur l'intuition, des recherches sérieuses, des recherches importantes, et que finalement, on peut considérer l'intuition comme un des piliers de nos vies, et on va voir aussi des accompagnements des personnes qui viennent à nous. Un grand merci Saverio, je t'invite à commencer ta présentation et moi je m'éclipse et reste connecté vocalement comme d'habitude. Merci Otis. Alors, avec Otis, on a décidé de ce titre, Sensibilité, parce que c'est un de mes cœurs de recherche. Mon autre centre de recherche, c'est
Mon autre domaine de recherche, c'est le traumatisme, les catastrophes. Et dans la sensibilité, on va le voir, l'intuition tient une grande place, mais on en parle peu. On en parle relativement peu. Et pourquoi on a choisi de parler de révolution? C'est parce que même si la sensibilité et l'intuition sont de moins en moins tabous, il reste tout de même, même dans le monde de la psychologie et du coaching, une espèce d'ombre ou de censure ou d'autocensure concernant l'intuition, comme si ce n'était pas quelque chose de valable. Et on va voir en fait que c'est tout à fait valable. Déjà, je vous remercie chacune et chacun pour votre présence. Et c'est important de savoir qu'il y a tant de synergiens et de synergiennes de par le monde qui portent les belles valeurs dont on a parlé tout à l'heure en préambule. Et je vous remercie chacune et chacun pour tout ce que vous faites là où vous êtes. L'enquête que j'ai menée pour ce webinaire et qui a donné lieu au livre Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition s'appuie sur des recherches surtout anglo-saxonnes. Et vous voyez là, il y a de nombreuses personnes qui consacrent leurs recherches à l'intuition ou à la conscience en général. La plupart de ces personnes sont aux États-Unis, mais on va en trouver aussi en Grande-Bretagne ou en Australie. Petit point, petit focus sur la sensibilité. Notre sensibilité est le seul moyen que nous avons d'entrer en contact avec le réel. C'est par notre sensibilité que nous découvrons le monde dès notre naissance, et on peut dire même avant la naissance, dans la vie intra-utérine, on commence à découvrir une certaine partie du monde, l'utérus maternel, et à partir de la naissance, vraiment toute la connaissance que nous avons du réel va passer d'abord, avant toute autre chose, par notre sensibilité, c'est-à-dire que nous ressentons avant de conceptualiser, avant d'exprimer par le langage, et la conceptualisation et le langage nous sont proposés par les personnes qui nous entourent, alors que notre sensibilité, elle vient de l'intérieur. C'est-à-dire que pour trouver notre authenticité, nous avons besoin à chaque fois de partir à nouveau de notre sensibilité parce que c'est là que nous allons trouver qui nous sommes et comment nous vivons notre relation avec nous-mêmes, avec le monde qui nous entoure et avec les autres. Cette sensibilité s'appuie donc sur notre corps, c'est très important, sur nos 5 sens, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher, et on ajoute de plus en plus un 6e sens, qui n'est donc pas l'intuition, et qui s'appelle la kinesthésie. La kinesthésie, c'est comment je me sens dans mon corps, à la fois dans l'équilibre ou le déséquilibre que je vis, à la fois dans ce qui se passe quand je marche, quand je bouge, quand je suis assis ou allongé, mais aussi dans ma digestion, dans ce qui se passe dans mes organes digestifs ou ailleurs, mes articulations, mes os. Tout ça, c'est la kinesthésie. L'intuition serait donc notre 7e sens, comme on parle de 7e art pour le cinéma. Et je fais encore un détour, avant d'en venir plus spécifiquement à l'intuition, par le focusing. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique, cette approche du focusing, qu'on appelle centrage sur soi en français ou écoute intérieure. Elle a été mise au point par un Autrichien qui a émigré aux États-Unis au moment de la Seconde Guerre mondiale et qui a travaillé à Chicago. Il était chercheur à l'université et a été collègue de Carl Rogers dans les années 50. Et là, je me trompe un peu parce qu'en fait, il a travaillé dans cette université jusqu'en 1994. Le focusing, c'est une approche très importante qui est née d'une question que s'est posée Eugène Gendlin. Quelles sont les thérapies qui marchent? Qu'est-ce qui fait qu'une thérapie est efficace? Et dans l'enquête qu'il a menée, il a découvert quelque chose de très important, qui est que ce n'est pas tellement le thérapeute ou le coach qui est important, c'est comment la personne en thérapie ou en coaching va appréhender sa parole et son expression. Est-ce qu'elle va être uniquement dans le discours ou est-ce qu'elle va prendre le temps de faire des pauses? Et pendant ces pauses, est-ce qu'elle va vraiment prendre le temps de sentir dans son corps de quoi il s'agit, de quoi il est question, comment ça résonne dans le corps? Et ça commence souvent par quelque chose de flou. Donc, l'essentiel, ça va être la personne, la relation et la qualité d'écoute, et surtout ces pauses qui vont permettre de percevoir ce qui est vécu dans le corps.
Eugène Gendlin parle de felt sense, c'est-à-dire le sens corporel. Comment je sens ce que je dis, comment je sens cette émotion, comment je sens cette situation ou cette interrogation dans mon corps, et en prenant le temps de sentir ce qui se passe et de l'exprimer avec des mots justes qui peuvent souvent être des mots neufs, je vais vraiment pouvoir avancer dans ma thérapie ou dans mon coaching. Et ça permet d'exprimer sincèrement, authentiquement, de façon créative, nos blocages, nos difficultés, nos émotions à partir de notre corps. Pourquoi je vous parle du focusing en dehors de son immense intérêt pour notre pratique? C'est parce que cette attitude d'écoute, d'intériorité, de ce qui se passe dans le corps à partir du flou, de quelque chose qui n'est pas encore défini, non pas de quelque chose que je sais, je vais pouvoir poser des mots comme plaqués de l'extérieur sur mon expérience, mais laisser émerger sensiblement mon expérience pour pouvoir poser des mots neufs sur ce que je suis en train de vivre, cette démarche-là, c'est la démarche la plus propice pour écouter nos intuitions. Alors l'intuition, c'est une des 5 branches de la sensibilité. Certains diront que c'est même une étoile à 6 branches, cette sensibilité, puisqu'on peut y ajouter la fantaisie et l'imagination. Mais pour rester dans ce qui est le plus communément admis, on peut dire que la sensibilité, c'est la sensorialité, toutes nos sensations, ce sont nos émotions qui vont passer en quelques minutes ou quelques heures, ce sont nos sentiments qui, eux, restent plusieurs jours, voire plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années. C'est la fameuse empathie dont on parle beaucoup en ce moment, certains disant que l'empathie, c'est pas si formidable que ça, qu'il vaut mieux parler de compassion, et d'autres qui disent le contraire, on s'y retrouve plus trop. Donc là, je propose que chacune et chacun s'appuie sur ses expériences et ses préférences de langage. Et puis parfois, on repart tout simplement du mot lui-même, de son étymologie, et on se rend compte que sympathie, empathie et compassion, à de très faibles nuances près, disent la même chose. Donc, en tout cas, l'empathie, cette capacité que nous avons à adopter le point de vue de l'autre, à sentir ce que l'autre sent, à pouvoir imaginer comment il perçoit telle ou telle situation. Et puis, bien sûr, la 5e branche, qui est l'intuition. La définition que je trouve la plus juste dans toutes celles que j'ai lues concernant l'intuition, c'est une connaissance nue. C'est une connaissance immédiate du réel qui ne passe pas par la raison, la réflexion ou la déduction logique. On distingue 5 formes d'intuition, donc de cette connaissance nue et immédiate du réel. La première, qui n'est pas forcément reprise par beaucoup d'auteurs, c'est l'intuition instinctive. De quoi s'agit-il? Je suis dans une nouvelle situation, je ne sais absolument pas quoi faire dans cette situation, et pourtant, de façon instinctive, de façon spontanée, je vais trouver comment m'en sortir, comment faire dans cette situation inconnue. C'est l'intuition instinctive. Sinon, les 4 autres formes d'intuition, elles, sont vraiment reconnues et partagées par la communauté scientifique. L'intuition mémorielle. En fait, depuis ma naissance, dans chaque situation nouvelle que j'appréhende, je développe une capacité à répondre à cette situation. Et dans ma mémoire, je vais engranger toutes les réponses que j'ai pu apporter à chaque situation nouvelle vécue depuis ma naissance. Or, que ce soit parler, se faire à manger, conduire une voiture ou un vélo, faire toutes sortes d'activités, mon intuition mémorielle va me permettre de poser les bonnes paroles ou de faire les gestes adéquats au moment où c'est nécessaire de le faire, justement en s'appuyant sur cette intuition mémorielle. Puis nous avons l'intuition inconsciente que nous connaissons bien parce que parfois dans la rue ou dans un transport en commun, nous nous sentons regardés alors que ça se passe dans notre dos, nous nous retournons et nous constatons effectivement que quelqu'un est en train de nous regarder. Je peux aussi être dans une pièce fermée, en réunion, je n'entends rien, je ne vois rien de ce qui se passe dehors, et pourtant, je sens qu'il pleut, qu'il s'est mis à pleuvoir. Et en sortant de la réunion, je me rends compte qu'effectivement, il pleut. C'est l'intuition inconsciente. Puis nous avons l'intuition métacognitive, qui est la mieux connue des artistes et des scientifiques, ou des chercheuses et des chercheurs, c'est le fameux Eureka.
On est en train de peindre une toile, d'écrire un roman, sculpter une sculpture ou de vouloir résoudre une énigme mathématique, physique ou autre philosophique. On ne trouve pas la réponse, on n'avance pas. Et un jour, sous la douche ou en marchant ou pendant des vacances, sans du tout penser à cette énigme qui nous taraude, nous avons la réponse comme ça sous forme de flash et c'est la bonne réponse. C'est l'intuition métacognitive. Et enfin, l'intuition précognitive qui est très connue du sens populaire puisque on parle de précognition, de prémonition, de pressentiment. Ce sont les rêves prémonitoires, ce sont ces flashs ou ces informations qui nous informent sur le passé ou sur l'avenir de choses que nous ne pouvons pas connaître parce que nous n'étions pas présents dans ce lieu-là et nous ne sommes pas encore présents à ce qui va arriver et qui peut avoir des liens avec la télépathie. Cette forme d'intuition est très étudiée par des centres de recherche comme la NASA ou certains centres de recherche militaires, avec des études qui sont assez bluffantes. Curieusement, l'intuition est déclarée provenir de sièges très différents suivant les chercheurs, les chercheuses ou les traditions ou les époques. Aujourd'hui, pour les neurosciences, certains chercheurs disent l'intuition vient de notre cerveau reptilien, c'est-à-dire de notre tronc cérébral, juste derrière à la base du crâne. D'autres vont dire ah non, l'intuition vient de la glande pinéale qui correspond au chakra du troisième œil. D'autres personnes affirment que l'intuition, avec des preuves scientifiques actuelles, mais aussi des lectures de la philosophie égyptienne ou de l'histoire égyptienne, d'autres personnes disent non, l'intuition vient du cœur. D'autres encore vont affirmer que l'intuition vient des intestins. C'est assez intéressant, je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Et enfin, de nombreux scientifiques affirment qu'il s'agit d'une conscience délocalisée qui n'est ni dans l'espace ni dans le temps, une conscience qui est bien difficile à définir, mais qu'on peut parfois appréhender lorsqu'on a fait l'expérience d'une mort imminente, ou qu'on s'est approché de la mort, qu'on a été en mort clinique pendant quelques minutes. On a fait l'expérience de cette conscience délocalisée. Je vous laisse le choix parmi toutes ces possibilités et peut-être d'autres que vous avez expérimentées. Pour moi, ce n'est pas très important de savoir d'où vient notre intuition. L'essentiel est de savoir comment l'accueillir. On dit que les femmes sont intuitives ou que ce sont les femmes qui ont de l'intuition. En fait, ça n'est pas vrai, ni du point de vue biologique, ni du point de vue anthropologique. En revanche, les cultures peuvent nous influencer suivant le type de culture dans lequel nous avons grandi et baigné, le type d'environnement social dans lequel nous évoluons. Effectivement, certaines cultures plutôt masculines sont peu favorables à l'intuition, elles vont valoriser beaucoup plus la rationalité, la logique, la déduction, la réflexion, et donc mettre de côté l'intuition. Dans ces cultures-là, ou dans certaines cultures un peu machistes, on va dire c'est une affaire de bonne femme, dans toutes ces cultures-là, effectivement, les hommes, dès leur plus jeune âge, vont peu s'autoriser à écouter leurs intuitions, à en tenir compte et surtout à en parler aux autres. Alors que dans ces cultures-là, les femmes sont tout aussi libres que dans les autres cultures pour écouter leurs intuitions et les exprimer. Alors maintenant, venons-en concrètement aux signes que nous envoie, aux façons dont l'intuition se manifeste, surtout dans notre corps. Dans l'enquête que j'ai faite, voici les signes défavorables qui ont pu être mentionnés. Quand je dis défavorables, c'est-à-dire des signes d'intuition qu'il ne faut pas faire quelque chose, ne pas s'engager dans un travail ou une relation. Alors ces signes sont des tensions, des tremblements, des maux de dos, des vertiges, des sensations de froid dans le dos ou les extrémités, notamment les mains, les pieds, des écœurements, des nausées, un mal à l'estomac est serré, la bouche sèche, la gorge qui gratte, des migraines qui s'installent, la nuque qui devient raide, soit soudainement, soit au bout d'un certain temps, et le fameux « je ne le sens pas »
qu'il est nécessaire d'écouter. En revanche, l'intuition nous envoie aussi des signes favorables, c'est-à-dire que la situation est bonne pour nous, la relation est potentiellement bonne ou intéressante pour nous, ou tel travail nous permettra de développer notre potentiel. Ces signes favorables ou ces manifestations sont une détente. On parlait de détente tout à l'heure, spontanément, quand je mentionnais ce qui s'est passé en moi au moment de ma première rencontre avec Yotis. Bon, voilà. La dilatation, un sentiment d'aise. On parle souvent du malaise. Reprenons ce beau mot francophone de l'aise, se sentir à l'aise, c'est important. On sent que l'énergie circule, on sent de la fluidité. On a aussi des gargouillis, une petite sensation de faim. Je parlais des intestins tout à l'heure, ou du système digestif, ça se réveille là-dedans. Une tiédeur, une douce chaleur, un petit frisson agréable, ou le fameux, tout aussi fameux que l'autre, ça me parle. Tout ça sont des signes que c'est bon pour nous et que nous pouvons faire confiance à la personne ou à la situation. Alors voilà la règle d'or ou la loi cosmique que j'ai découverte grâce à cette enquête, et elle n'est pas mince, je vous assure. Cette loi, cette règle d'or, c'est nos intuitions sont toutes justes. Toutes, pour le dire autrement, comme Molière dans Le bourgeois gentilhomme, toutes nos intuitions sont justes. C'est-à-dire que nos intuitions nous veulent du bien. Attention, nos intuitions sont justes, elles nous veulent du bien. Ça ne veut pas dire qu'elles soient faciles, ça ne veut pas dire qu'elles soient faciles à entendre ou faciles à mettre en œuvre, ça ne veut pas dire qu'elles soient confortables. Mais l'information réelle qui nous arrive par le biais de l'intuition, c'est une information qui est là pour nous aider. Et c'est important de le savoir. Donc nous n'avons pas à nous méfier de nos intuitions. En revanche, nous avons besoin d'être très attentives et attentifs parce que dès que nous avons une intuition, notre mental peut se mettre à dire des choses sur l'intuition. Donc, à interpréter cette information nue et en faire quelque chose d'autre, à juger cette information en disant non, non, surtout pas, ou oui, c'est extraordinaire, à la combiner avec nos croyances, avec nos peurs, avec toutes sortes de choses que nous construisons intellectuellement. Et là, l'intuition, elle va être dévoyée, elle va être travestie, elle va devenir trompeuse parce qu'on l'a compliquée avec des raisonnements ou avec des croyances ou avec des biais cognitifs. Donc faisons attention à recevoir les intuitions dans leur forme rapide, fulgurante, subtile, fine, étonnante, incongrue, et de faire confiance à ce tout premier signe et seulement ce tout premier signe, absolument pas au discours ou à la construction ou à l'explication, justification et tout ce qui pourrait venir après, qui n'est déjà plus de l'intuition. Et là, on va repartir dans nos schémas cognitifs habituels. Ça, c'est très important de faire ce discernement. Donc, déjouons les résistances, parce qu'on peut aussi ne pas avoir envie d'entendre une intuition, et surtout la rationalisation. On a tendance, moi j'ai été comme ça pendant très 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 longtemps, avec mes parents universitaires notamment, à tout rationaliser. Bon, parfois ça aide, bien sûr, pour réussir ses examens, pour faire un certain nombre de choses. Mais dans le domaine de l'intuition, c'est pas ça qui va être intéressant. Et bien sûr, comme nous ne sommes pas, des devins de l'ancienne Égypte, ou d'ailleurs, ou d'autres époques, nous pouvons avoir le sentiment d'avoir reçu une intuition, mais nous n'en sommes pas assez sûrs, donc nous avons besoin de valider par l'expérience que c'est vraiment une intuition. Or, dans un très très grand nombre de témoignages, je me suis rendu compte que les personnes croyaient avoir une intuition, ce n'était pas une intuition, et donc la vérification par l'expérience a prouvé que ce n'était pas une intuition, ou n'ont pas vraiment écouté leur intuition, ont commencé à la transformer avec leur mental, et du coup sont allés sur une autre piste. La seule façon que nous avons pour vérifier que nos intuitions sont justes et sont bonnes, c'est de les mettre à l'épreuve du réel et de voir si c'est confirmé ou pas. Et acceptons d'apprendre en nous trompant, parce que nous aurons besoin
de nombreux petits échecs ou petites erreurs d'appréciation concernant notre intuition pour affiner de plus en plus notre écoute de nos intuitions. Je vous donne un exemple, il est intéressant, j'ai une amie journaliste qui un jour était avec son compagnon en vacances, enfin pendant une certaine période en vacances, en Crète, quelque part par là, et elle, le pays d'Iotis, la Grèce, et elle, au moment du départ, après leur semaine ou leur quinzaine de vacances, elle dit à son compagnon, ah non, cet avion-là, je ne le sens pas, on va pas le prendre, on va prendre l'avion d'après. Bref, elle se dit, c'est une intuition, ils prennent l'avion d'après avec un coût supplémentaire, ils rentrent à Paris, se rendent compte qu'il n'y a eu aucun problème sur le vol d'avant, que ça leur a fait perdre du temps et ça leur a coûté de l'argent. Le compagnon de mon ami n'était pas très content et elle m'a dit, ben voilà, je me suis rendu compte que j'avais cru absolument avoir une intuition, qu'il fallait que je l'écoute et je me suis trompé. Comment aurais-je pu faire pour savoir? Là, effectivement, ça lui a coûté du temps et surtout de l'argent, mais dans bien des cas, ce n'est qu'à l'épreuve du réel que nous pouvons vraiment nous rendre compte que c'était une intuition ou pas. Et là, ce n'était pas une intuition, c'était une peur, c'était une imagination, c'est une projection, pas du tout une intuition. Alors, autre chose de très important, certaines chercheuses et certains chercheurs se sont rendus compte que dans certains états de conscience, nous avons beaucoup plus facilement accès à nos intuitions. Et ça, c'est intéressant parce que nous pouvons faire en sorte de nous plonger dans ces états de conscience propices à l'intuition. Alors, il y a en gros 5 états de conscience qui correspondent à 5 types d'ondes cérébrales. Les ondes gamma, qui correspondent à l'attention soutenue. Là, probablement, je fais très attention à ce que je vous dis, je suis probablement en ondes gamma au niveau de mon cerveau. Les ondes bêta, qui correspondent à l'activité éveillée quotidienne, à peu près dans toutes les circonstances. Les ondes alpha, qui, elles, correspondent à la relaxation et la méditation, et qu'on va chercher dans la méthode Vitose, une méthode trop peu connue, mais qui est fabuleuse, qui parlait de pleine conscience bien avant que ce soit la mode de la pleine conscience. Et ces moments de repos, on va dire, les ondes θ, qui sont les plus intéressantes pour l'intuition, qui sont le moment de l'endormissement, quelques minutes ou quelques secondes avant de s'endormir, les moments du rêve, les moments du réveil, quelques secondes ou quelques minutes, ça dépend des jours, ça dépend des personnes. Et Yotis est un grand spécialiste du sommeil, donc il pourra nous en dire plus tout à l'heure. Ces moments-là sont très favorables à l'arrivée sans filtre de nos intuitions. Et enfin, les ondes delta, qui sont les ondes du sommeil profond. Donc vous voyez, ce sont les ondes alpha de la relaxation et les ondes θ de l'endormissement ou de la transe hypnotique, qui sont les plus favorables à la réception de nos intuitions. Et ça, vraiment, nous avons des méthodes, hein, la transe chamanique, la transe hypnotique, la sophrologie, et toutes sortes de méthodes qui permettent de plonger en relaxation profonde. Il y a aussi des activités qui sont favorables à l'intuition, qui permettent de ralentir. Alors ça, c'est un mot important pour contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Dans bien des cas, pas dans tous les cas, mais dans bien des cas, c'est important de ralentir. Pour l'intuition, de lâcher le mental, et pour le bonheur de vivre, de se laisser vivre, de vivre ce qui se passe pour nous au moment où nous le vivons. Et ces activités sont le yoga, le qigong, le tai chi et tout ce qui peut se rapporter à ces pratiques-là, le chant, la danse. J'adore la danse, je l'ai pas dit tout à l'heure dans ma présentation, mais je suis vraiment passionné. Je ne danse pas, mais je suis passionné par la danse. La relaxation, la sieste, réintroduisons les siestes dans nos vies. La méditation, mais pas forcément des méditations complexes ou techniques, hein, le fait d'être méditatif face à un tableau ou contemplatif face à un beau paysage ou en regardant l'eau couler. La natation, que ce soit la natation très sportive ou la natation de plaisance, j'allais dire, hein, de détente. La course à pied, même chose. Tous les sports d'équilibre, et ça c'est très important. Il se passe quelque chose au niveau du cerveau, justement au niveau du tronc cérébral dont on parlait tout à l'heure, et du cervelet quand nous sommes en équilibre, quand nous travaillons notre équilibre, et c'est favorable à l'intuition. La marche à pied qui est bonne pour tellement de choses,
la marche rapide ou lente, suivant ce dont on a besoin, partout, à la montagne, en mer, au bord de la mer ou en forêt, mais aussi en ville. On peut marcher en ville et ça nous fait beaucoup de bien. Et toutes les activités pratiques, manuelles, comme le jardinage, le bricolage et la cuisine. Donc vous voyez, ça fait beaucoup d'activités qui vont favoriser l'intuition. Alors, Pascal Michelon, dont je parlais tout à l'heure, grâce à qui je suis entré en contact avec Yotis. Pascal, qui est une amie, je l'ai interrogée pour cette enquête sur l'intuition et j'ai été très agréablement surpris parce que Pascal est chercheuse en neurosciences. Elle a travaillé 10 ans aux États-Unis, elle a fait des recherches vraiment importantes et elle continue à chercher à l'Observatoire de la sensibilité. C'est une des chercheuses officielles de l'Observatoire de la sensibilité. Et voilà ce que nous dit Pascal. Qu'elle écoute et partage de plus en plus ses intuitions pendant ses séances de coaching. Qu'elle accueille les ressentis, les émotions et utilise les images. Alors les images sont très importantes, surtout si ce sont des images sensations, des images qu'on peut ressentir dans son corps, parce qu'elles vont nous mettre sur le chemin de nos intuitions ou faire ressurgir le souvenir d'une intuition d'il y a quelque temps ou d'il y a longtemps, à laquelle on n'a peut-être pas accordé suffisamment d'importance. Alors ça, j'aime beaucoup aussi, et je le fais moi-même dans mes séances. Pascal cherche les déclencheurs de certains comportements ou de certaines émotions, notamment les comportements difficiles, les émotions pénibles. Et j'aime beaucoup sa formulation, elle suit sa pulsion intuitive. C'est joli de dire sa pulsion intuitive. Elle écoute sa pulsion intuitive pour prendre une décision ou donner une orientation à la séance. Elle a remarqué qu'elle a plus d'intuition quand elle est détendue. Elle parle de roue libre, que son cerveau est en roue libre. Ça aussi, je trouve que c'est une très belle image sensorielle. Et elle est dans une transe légère en séance. Elle a remarqué ça et elle l'est de plus en plus. Et elle se rend compte que cette transe légère favorise son écoute et sa créativité pendant ses séances de coaching. Et elle conclut que l'intuition favorise les prises de conscience, bien sûr pour ses clientes et ses clients, ses coachés, mais aussi pour elle-même. Donc voilà, un grand merci à Pascal parce que là, c'est vraiment une pratique, un retour d'expérience pratique d'une coach. Et donc, je suppose que ça peut vous parler pour vous aussi dans vos pratiques du coaching. Au travail, nous avons un consultant d'entreprise américain, Rick Snyder, qui conseille la fameuse tech detox, c'est-à-dire se dégager des écrans et du numérique. Alors, soit tous les soirs pendant 1 heure ou 2, 2 heures si possible, c'est mieux, soit 1 jour par semaine. Et quand on le fait 1 jour par semaine, on le fait vraiment. Ça permet d'être beaucoup plus à l'écoute de soi-même et de ses intuitions. Il conseille, et ça beaucoup de neurologues ou de scientifiques des neurosciences le confirment, il conseille de ne faire qu'une seule chose à la fois, même si on est tout à fait capable de faire plusieurs choses à la fois, de n'en faire qu'une seule à la fois, parce que quand on se focalise sur une seule activité ou une seule réflexion, les informations annexes, les informations périphériques, en marge, vont beaucoup plus facilement venir à nous, même sous la forme de signaux faibles. Alors, c'est pas très net, c'est un peu flou, mais ça vient à nous. Alors que si on fait plusieurs activités à la fois, on est tellement préoccupé par la réussite de ces activités communes qu'on est moins réceptif ou réceptive à ces signaux faibles. Il conseille aussi, et ça je suis complètement d'accord, de jouer et de s'amuser. Et je dirais que le monde, depuis 2019, avec toutes ces crises qu'on a connues, est un monde qui est devenu beaucoup moins amusant, beaucoup moins léger. Et peut-être essayons de remettre du jeu et du rire, de la légèreté, du sourire, de la joie, de l'émerveillement dans nos vies, mais aussi dans nos séances. Ce consultant parle aussi de l'ouverture d'esprit. J'ai parlé des signaux faibles, mais il s'agit pas simplement de se rendre compte qu'il y a un signal faible, mais aussi de l'accueillir, de se dire qu'est-ce que ça vient dire, comment je peux le comprendre, qu'est-ce que je peux en faire. Et puis ça, j'ai trouvé très important, parce que c'est lui qui dit, je me pose une question, puis j'attends aussi longtemps que nécessaire la réponse dans mes intestins. Donc,
La réponse dans le corps, ça peut être les jambes, ça peut être les pieds, les mains, les bras, le torse, le dos, la tête, le cou, la tête. Mais lui, il parle surtout d'écouter ce qui se passe au niveau des intestins. Et que généralement, la réponse des intestins, elle est nette. Quand c'est non, c'est vraiment non. Bien sûr, se faire confiance, c'est-à-dire faire confiance à ce qu'on ressent, hein, pas se faire confiance de façon abstraite, mais vraiment faire confiance à sa sensibilité, à ce que l'on ressent. Aller lentement, on y revient, et surtout ne rien forcer, parce que si je veux du résultat, si je veux de la performance là, maintenant, je ne vais pas pouvoir écouter mes intuitions. Alors que si je lâche, je me dis viendra ce qui viendra et je l'accueille, comme dans l'approche centrée sur la personne, on accueille ce qui vient comme ça vient, eh bien dans ce cas-là, nos intuitions peuvent émerger. Au cours de mon enquête, j'ai aussi fait des découvertes fabuleusement intéressantes sur l'importance de l'intuition concernant la guérison de nos petits maux et grandes maladies. Parmi les chercheuses, il y en a beaucoup, hein, surtout des femmes. Parmi les chercheuses qui se sont consacrées à ces recherches sur le lien entre intuition et guérison, Kelly Turner est une jeune post-doctorante californienne qui a fait sa thèse à San Francisco, qui s'est intéressée à 100 cas répertoriés dans le monde anglo-saxon de personnes qui ont eu des rémissions spontanées, c'est-à-dire des guérisons inexpliquées pour la science. Et elle a découvert un point commun chez ces 100 personnes qui ont eu des rémissions spontanées. Et ces points communs sont, ils ont adopté une alimentation légère, biologique à base de produits frais, du repos réel tous les jours, de la détente, de l'humour et du rire, j'y reviens, le rire. Ils ont pris le temps par des thérapies ou un parcours spirituel ou du développement personnel ou du coaching. Ils ont pris le temps de guérir de leurs traumas et de se libérer autant que c'est possible de la peur ou de leur peur. Ils ont développé des relations épanouissantes, pas avec toutes sortes de personnes, pas sur les réseaux sociaux, mais des vraies relations épanouissantes avec peu de personnes, mais des vraies personnes qui sont là réellement pour elles et pour eux, et sur qui ils ou elles peuvent compter. Et ils ont écouté leurs intuitions, quel que soit le message que leur apportaient leurs intuitions. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant aussi à vous partager. Pour résumer, je dirais que c'est par l'élargissement de nos consciences que nous pouvons accéder à une écoute profonde, et là on revient au focusing du départ, au felt sense, à l'écoute du sens corporel, l'écoute profonde de nos intuitions, dans une forme de lâcher prise, je n'interviens pas, j'accueille ce qui vient comme ça vient. Une capacité créative de les prendre en compte, parce qu'il ne suffit pas simplement, c'est déjà beaucoup, d'écouter nos intuitions et de les accueillir sans les transformer par le mental, mais encore est-il nécessaire après d'être créative et créatif pour en faire quelque chose. Cet élargissement de nos consciences, hein, ces ondes alpha, ces ondes θ qui nous aident à ouvrir nos esprits et nos cœurs pour l'émergence d'un monde nouveau, elle nous donne une connaissance intime du vivant. C'est pas un savoir que j'ai lu dans des livres. C'est pas un cours à l'université, même si les cours à l'université sont importants et certains livres sont passionnants. C'est vraiment cette conscience intérieure, personnelle, singulière d'une expérience que j'ai faite moi-même. Ce vivant, cette vie qui palpite en nous et qui permet de transformer nos êtres et nos façons d'exister, nos existences. Voilà, je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Un grand merci donc Saverio pour cette présentation. Alors on va aller chercher des questions. Comment pouvons-nous créer un espace sûr pour nos clients afin qu'ils puissent explorer et exprimer leur propre sensibilité et intuition? Voilà, créer pour nos clients un espace sûr, une matrice, un lieu de confiance, un lieu de fiabilité, hein, un cadre de fiabilité dans lequel ils se sentent suffisamment sûrs, suffisamment, il ou elle, se sentent suffisamment sûrs, suffisamment à l'aise, suffisamment détendus
et en ouverture pour pouvoir explorer leur sensibilité, l'exprimer et donc être à l'écoute de leur sensibilité et de leurs intuitions. Je dirais, et là je vais m'appuyer sur la théorie polyvagale de Stephen Porges, que plus le thérapeute ou le coach est elle-même ou lui-même dans un état de détente, d'ouverture, de tranquillité, de fiabilité, de confiance dans la relation et dans son métier, c'est-à-dire dans son métier au sens de sa pratique, de sa mission, plus nous sommes nous-mêmes dans cette waouh, c'est bon, je suis là, dans cette présence. Voilà, il a fallu que je passe par waouh, c'est bon, je suis là pour arriver au mot. Donc, plus nous sommes nous-mêmes dans cette présence humaine, cette présence sensible, cette présence bienveillante, bénévolente, je veux le bien de l'autre, cette présence dégagée des jugements, des croyances, des conditionnements. Ça ne veut pas dire que dans ma vie quotidienne, je suis dégagé de tout ça, parce qu'il y a des choses dans les relations intimes, les relations familiales qui peuvent être difficiles. Mais dans le moment où je pratique, là, dans mon lieu de travail, je peux être vraiment suffisamment disponible pour être dans cette ouverture dégagée qui fait que je vais accueillir ce qui va se passer avec cette personne-là à ce moment-là. Et nos clients, nos patients, nos clientes et nos patientes qui le sentent dans leur corps, ça c'est la théorie polyvagale qui nous l'apprend, eh bien, nous sommes dans l'activation de notre nerf vague ventral et par miroir, par ricochet, par écho, leur système nerveux autonome se met en phase avec le nôtre et ils vont être d'une certaine façon, malgré leurs angoisses ou leurs anxiétés ou leurs questionnements ou leurs troubles, leurs difficultés, leur nerf vague ventral va être activé. Donc c'est ce qu'on appelle la co-régulation dans la théorie polyvagale, cette co-régulation des systèmes nerveux autonomes du côté du nerf vague ventral, cette détente fiable, tranquille, où la sûreté vient du fait que je sais, la personne qui vient sait qu'elle peut dire tout ce qu'elle a à dire et parler de ses ressentis profonds sans être censurée. Alors, ça pourrait être censuré parce que tout de suite on va dire quelque chose de savant, ou censuré parce qu'on n'écoute pas, ou censuré parce qu'on va dire quelque chose qui serait de l'ordre du jugement. Non, nous sommes dans cette écoute, dans cette présence, dans cette foi, je vais employer un mot fort, dans cette foi en l'humain et dans notre métier qui fait que nous savons que nous, en recevant cette personne, en l'écoutant, déjà nous lui faisons du bien. Eh bien, je pense que c'est ça le cadre sûr, le lieu sûr, l'espace de confiance et de créativité, d'humanité qui fait que nos clientes, clients, patients, patientes viennent à nous et sont capables d'ouvrir leur être, d'ouvrir leur cœur pour faire l'expérience de leur sensibilité profonde et l'exprimer. Alors, une autre question de la part de Lynn. Donc, l'intuition serait écouter ses envies pour finalement être pleinement en vie. Mais voilà encore une très belle formulation en jouant sur le mot envie, être à l'écoute de nos désirs, de nos aspirations. On pourrait le dire, alors je vais paraphraser, être à l'écoute de nos intuitions, ce serait écouter nos aspirations pour être inspiré, pour avoir de l'inspiration. Je pense que c'est ça, envie et envie, nos aspirations et nos inspirations, c'est-à-dire que ce mouvement du désir, si je suis à l'écoute de mon désir profond, de qui je suis moi vraiment, de ce que je veux vraiment, donc de ce que je ne veux pas, je suis dans ce mouvement de vie qui me permet de me laisser inspirer par la vie. Et c'est ça aussi l'intuition. Alors là, je vais dire quelque chose qui pour moi était très important, c'est que en juillet, en préparant cette soirée avec vous, j'étais très très fatigué et donc on en parlait avec Yotis. Il me demandait quelle était une des sources de cette grande fatigue et je lui disais la principale source de fatigue pour moi, c'est que je ne sais pas dire non. Je dis oui, 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 oui à tout ce qu'on me demande. Et Yotis m'a dit très justement, et ça je t'en remercie Yotis parce que c'est vraiment très important et je veux partager ce don avec chacune et chacun de vous, parce que ça a à voir avec les aspirations et l'inspiration, avec l'envie et être en vie.
Yotis m'a dit, si, tu sais très bien dire non. Ah, j'ai pris le temps de réfléchir, je ne savais pas ce qu'il voulait dire, et Yotis m'a répondu, tu sais très bien te dire non à toi-même. Voilà. Et donc depuis, je chemine grâce à cette parole de vie de Yotis, justement pour être plus en vie, pour être plus à l'écoute de mes désirs. Donc merci pour cette belle question. Saverio, une autre question, cette fois de la part de Cécile. Comment accompagner un client ou un patient qui voudrait développer son intuition? Je ne crois pas aux exercices directement dédiés au développement de l'intuition. Parce que pour moi, comme le disait Rick Snyder, c'est forcer, vouloir forcer le résultat. Donc, à mon avis, ça ne marche pas ou ça marche très peu et ça risque d'être décevant. En revanche, on peut tout à fait favoriser l'arrivée, l'émergence de nos intuitions, favoriser leur écoute, favoriser leur accueil et favoriser la créativité qui va permettre de les mettre en œuvre. Donc, je dirais, favoriser l'émergence des intuitions, favoriser leur écoute. Une fois qu'on les a écoutées, comment je les accueille? Et dernière phase, qu'est-ce que j'en fais de façon créative? Parce qu'avec l'intuition, on a besoin d'être créatif. On ne peut pas suivre une intuition de façon schématique en retombant dans nos ornières ou dans nos façons de faire habituelles. C'est là qu'on a besoin de vraiment inventer quelque chose de neuf. Donc, avec vos clients et vos clientes, vos patients et vos patientes, vous pouvez essayer progressivement, parce que bon, peut-être qu'on peut faire ces 4 phases, explorer ces 4 phases dans une même séance, hein, c'est possible si dès le début de la séance, on est en contact avec une intuition, mais ça peut aussi se passer sur plusieurs séances et dans le temps. D'apprendre ou de développer, je ne sais pas comment on pourrait dire, de stimuler chez vos clientes et vos clients leur capacité à se rendre disponibles pour accueillir leurs intuitions, laisser émerger les intuitions, les écouter, les accueillir et inventer quelque chose à partir d'elles. Les outils, vous en avez. Donc, il y a tous les outils de relaxation pour les premières phases et tous les outils de créativité pour les autres phases. C'est-à-dire qu'on peut dessiner tout en couleur. Vous voyez, par exemple, là, cette peinture de Raoul Dufy, il n'y a que de la couleur. Un petit peu de noir à certains endroits, mais enfin, sinon, c'est que de la couleur. Les couleurs sont liées aux émotions. Les couleurs sont liées à la partie, justement, intuitive, émotionnelle, sensible de la personne. Donc, c'est très important de développer ça. Ou on fait faire des peintures à la gouache avec les mains, ou de l'aquarelle, ou entre les séances, ou des dessins. Moi, je fais travailler aussi, je ne sais pas si c'est travailler le bon mot, mais je propose à mes patients et mes patientes de dessiner de la main non directrice, tout en couleur, entre les séances, à partir d'un mot ou d'un thème qui a émergé pendant la séance. Donc, la main non directrice, si on est droitier, c'est la main gauche, si on est gaucher, c'est la main droite, permet de retrouver la maladresse de l'enfant petit, de la maternelle, l'enfant de 2, 3, 4 ans. Et en retrouvant cette maladresse de notre petite enfance, nous retrouvons beaucoup d'émotions, mais aussi notre émerveillement, notre capacité à nous ouvrir aux intuitions, à notre sensibilité profonde. Donc voilà, après vous avez des outils où vous en trouvez, où vous en inventez. Il peut y avoir des mouvements qui vont aider à la détente et à l'ouverture. Des mouvements qui justement, j'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube, des vidéos qui justement vont activer le nerf vague ventral. Tout ça facilite l'émergence de nos intuitions et surtout ce que nous allons en faire. Alors, le lien vers ta chaîne YouTube, c'est Saverio Tomasella, c'est ça? C'est ça. Ok. Un grand merci Saverio pour cette exploration profonde et éclairante, riche en connaissances et très inspirante. J'aimerais également remercier Nefissa Karboul qui a répondu à toutes vos questions techniques. Nefissa est ambassadrice ICF Synergie pour la Tunisie. Elle est également membre d'ICF Tunisie, experte du pôle événement chez ICF Synergie. Bonsoir Nefissa. As-tu une ou deux questions encore à poser à Saverio? Bonsoir Saverio, bonsoir Yotis, bonsoir les synergiennes et synergiens. Effectivement, ce soir, il y a eu énormément de questions, donc je vais prendre quelques-unes. Alors, comment distinguer entre une intuition véritable et une simple impression ou un biais personnel? Oui, c'est une très, très bonne question et très importante.
Et justement, c'est ça, cet apprentissage par l'erreur, hein, l'apprentissage par l'expérience, c'est que je peux avoir une impression et en fait me tromper dans mon impression. Et là, je vais prendre par exemple une impression, la première fois où je rencontre quelqu'un et je n'aime pas cette personne, je n'aime pas, ou en tout cas je me sens pas très bien avec cette personne. Et parfois, c'est lié à des choses complètement inconscientes qui nous rappellent quelque chose que nous n'avons pas très bien vécu dans l'enfance ou à un autre moment de notre vie, ou qui nous rappelle quelqu'un, même de notre âge adulte, avec qui quelque chose ne s'est pas très bien passé, ou alors cette personne a été tendue. Donc ça, c'est important. Là aussi, au niveau de la théorie polyvagale, quand quelqu'un est tendu en face de nous, sans que nous le sachions, inconsciemment, ça nous tend. Donc on va avoir l'impression que finalement, ça se passe pas très bien avec cette personne. On se dit, oh là là. Et en fait, non, c'était ce jour-là, ce moment-là, avec cette personne, il y avait quelque chose qui n'était pas facile, qui n'était pas évident, qui ne nous mettait pas à l'aise. Mais pour autant, dans le reste de notre relation avec cette personne, ça va très bien se passer. Donc, c'est vrai que c'est très important de pouvoir faire la différence entre l'intuition et l'impression. Je dirais, n'écoutez pas trop vos impressions. Elles sont là, elles vont même prendre de la place. Ne les écoutez pas trop. En revanche, l'intuition, elle va pas du tout être évidente comme l'impression. Quand on a une mauvaise impression de quelqu'un ou même une bonne impression de quelqu'un, c'est vraiment là. On a cette conviction qui peut partir le lendemain, qui peut se dissiper. Mais en tout cas, pendant un certain temps, on a une conviction. L'intuition n'est pas de l'ordre de la conviction. L'intuition, c'est une petite information subtile, nuancée, j'allais dire fragile et énigmatique. C'est un signe, c'est un signe qui reste à accueillir pour le comprendre, pour en faire une connaissance. Donc, l'intuition, elle va plutôt passer inaperçue, ou alors on va vraiment zapper, comme on dit maintenant, on va glisser sur elle, on va pas avoir envie de l'écouter, alors que l'impression, elle est là. Ah oui, ce type ou cette personne, non, j'ai pas envie, non, il me plaît pas ou elle me plaît pas, non, ça va pas. Pareil pour un lieu, pour un travail. Alors que l'intuition dans un lieu, j'ai eu des personnes qui m'ont raconté, j'ai rencontré des personnes qui m'ont raconté que visitant une maison au moment d'une recherche de maison pour l'achat ou la location d'une maison, elles ont eu un flash d'une personne qui s'est suicidée là, ou qui avait eu un dégât des eaux, peu importe le flash. Et au début, elles ne veulent pas y croire parce que la maison est belle ou parce que tout va bien. Et puis, à un moment, elles se disent tout de même, ah oui, j'ai eu ce flash, je vais poser la question à l'agent immobilier. Et effectivement, il y a eu un problème dont le propriétaire s'était bien gardé de dire quoi que ce soit pour que la maison puisse se vendre. Alors, ça ne va pas forcément empêcher l'achat de cette maison si elle est bien, mais en tout cas, l'intuition, elle est dérangeante. Elle vient pas nous dire quelque chose qu'on a envie d'entendre. Elle est toujours un petit peu à côté. Et ça, c'est vraiment le signe d'une intuition. Elle est très rapide, elle est énigmatique et elle est incongrue. C'est pas forcément un grand dérangement, mais voilà. Et surtout, elle est inattendue, alors que nos impressions ne le sont pas. Et alors, sans parler de nos biais personnels, nos biais cognitifs ou autres, nos croyances, ça, c'est du super connu pour nous. C'est-à-dire que on enfonce le clou avec nos croyances quand on a envie que la réalité, ou en tout cas notre lecture de la réalité, nous rassure sur nos croyances, on va faire telle interprétation. Ça n'a rien à voir avec de l'intuition. Donc laissons-nous toucher par ce qui est léger, fugace, subtil, inouï. C'est nouveau l'intuition. Et un tout petit peu dérangeant, comme ça. Quelque chose de un petit peu dansant. C'est pas du fixe, c'est pas du carré. C'est hop, comme une arabesque. Et là, on est dans l'intuition. Et puis testons l'intuition pour voir si elle est valable ou si l'information que nous avons est valable ou pas. Un grand merci Saverio, un grand merci Nefissa. Alors on arrive à la fin de ce webinaire. Saverio, j'avais vu un visuel avec beaucoup de couleurs là dans tes slides. Ah ben voilà, c'est incroyable ça. Alors je vais vite dans le chat encore prendre quelques commentaires.
Alors, il y en a beaucoup, hein, je vais les lire d'affilée. Là, on nous dit absolument passionnant. Merci Saverio, quelle chance d'avoir pu vous écouter. Une présentation vraiment éclairante. J'ai beaucoup appris sur l'importance de l'intuition. Merci Saverio, c'était vraiment inspirant. La manière dont Saverio abordait le sujet était à la fois profonde et accessible. Bravo, c'était génial, vraiment bravo. Ce webinaire a été une véritable révélation pour moi. Je m'étais jamais vraiment arrêté sur l'importance de l'intuition dans ma pratique. Je recommanderais ce webinaire à tous mes collègues coachs. C'était une mine d'informations précieuses. Ce webinaire était une bouffée d'air frais. Et voilà, ça continue, très éclairant, on nous dit encore. C'est Neila qui nous dit ça cette fois. Donc voilà, merci beaucoup à toutes et à tous pour vos commentaires. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons que ce webinaire vous a offert une compréhension plus profonde de la sensibilité et de l'intuition et qu'il vous sera utile pour guider vos clients à travers ces concepts essentiels. Si la réponse est oui, vous nous mettez un petit pouce bleu, vous savez où ça, vous nous envoyez des cœurs un peu partout, vous boostez notre ocytocine, augmentez nos niveaux de dopamine de cette manière-là et vous mettez vos questions et commentaires ici sous cette vidéo. Et si vous voulez être informé de la mise en ligne de nos nouvelles vidéos, cliquez sur la petite cloche. Au nom de toute l'équipe de l'ICF Synergie, je vous dis merci. Rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, partage, coaching, intuition. Tous ces mots définissent nos actions. Ils définissent également notre vision qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Saverio, je te laisse le mot de la fin. Merci Otis, merci pour cette soirée, pour ce partage, pour ces questions, ces commentaires qui me touchent beaucoup. Et merci aussi pour ton ouverture d'esprit parce que tu as tout de suite accepté la possibilité que je parle de l'intuition. Voilà, pour moi, c'est la preuve d'une grande ouverture de cœur, d'une grande ouverture d'esprit. Et je voudrais formuler un vœu très cher, très profond en moi, c'est que cette ouverture de cœur, cette ouverture d'esprit, cet humanisme, cette belle énergie de partage, ce désir de voir émerger un monde nouveau, que nous le partagions toutes et tous de plus en plus pour que ça arrive, pour que dans notre quotidien, dans nos existences, ce soit de plus en plus là. Voilà, donc œuvrons ensemble. Mille merci du fond du cœur. Merci Saverio, merci Nefissa, merci à vous toutes et tous. Au revoir.